Voilà, l'enregistrement est débuté, je lance. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Normalement, vous êtes en train d'arriver progressivement. Il y avait pas mal de monde dans la salle d'attente. Donc, on vous remercie avec Marie. Salut Marie. On Salut fera Greg. les présentations Bonjour tout tout le à l'heure monde. de nous rejoindre pour ce webinaire un peu spécial, à la fois parce que ça traite de deux sujets qui peuvent paraître bien opposés, et puis également parce que ça nous fait travailler ensemble comme on le fait au quotidien. On vous en dira un petit peu plus aussi sur ça. Donc, au niveau technique, si certaines personnes peuvent mettre un petit mot dans le chat qui est en bas pour juste dire que vous nous entendez bien et que tout va bien de ce côté-là, ça pourrait nous aider. Je vois, voilà, Stéphanie qui vient de mettre un mot, comme quoi c'est OK, tout est OK. Merci à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des outils numériques au service de l'accompagnement de la fin de la vie et utiliser comme cas d'usage un cas d'usage qu'on connaît bien tous les deux, surtout encore plus Marie que moi, c'est Solab. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, quelques éléments aussi avant d'aller un peu plus loin dans le sujet. Donc, vous avez le chat où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Là, on va partir progressivement pour un petit 3/4 d'heure de présentation. Salut à toutes, salut Marc, que je vois aussi. C'est bien Marie, pendant que je parle, tu peux répondre dans le chat. C'est l'avantage d'être deux par rapport à moi qui fais mes webinars tout seul. D'habitude. Donc, vous mettez vos questions dans le chat et puis on les reprendra tout à la fin. On essaiera de se garder un bon quart d'heure, peut-être même un peu plus, parce que on a déjà pu constater avec Marie que ce genre de sujet appelle souvent beaucoup de questions. Et puis, on pourra vous en dire plus à ce moment-là. Sur vos questions. Donc, je vais commencer par une première petite chose, c'est me présenter, parce que c'est vrai que comme on avait une double invitation avec la communauté de Marie et ma communauté, je pense que certains ne savent peut-être pas qui je suis. Moi, je suis Grégory Santaner, donc fondateur de plusieurs entreprises, dont Veto Network, qui est une société où je suis consultant pour tout ce qui est numérique en santé animale, d'où un peu le sujet du jour. Et à côté de ça, et ça a son importance, d'habitude j'en parle rapidement, mais là je vais être un tout petit peu plus long. Je suis associé et manager de 2 cliniques canines en Bretagne qui s'appellent Anikoun Vétérinaire, qui se trouvent à l'Armor Plage et Pleumeur. Et il se trouve que là, vous verrez, on en reparlera peut-être un peu dans les questions, mais Marie et moi, on est associés au sein de Solam. Marie est fondatrice et la plus opérationnelle. Et en fait, pendant 6 ans, je pense, Marie a été salariée vétérinaire de Anikoun et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est aussi comme ça, peut-être qu'elle en reparlera au cours des questions, qu'elle a un peu mis la main à la pâte dans cette matière qui est l'accompagnement de la fin de la vie, puisqu'on avait ce genre de projet chez Anikoun Vétérinaire qu'on a pu développer avec son aide et où elle a pu faire ses premiers pas dans ce genre de domaine. Et puis donc voilà, les deux autres choses, Dr Patoun et puis Solam, voilà, de cofondateur avec Marie, même si c'est elle qui fait le plus de choses possibles. À côté de ça, j'ai des engagements associatifs dans VetIntech, qui est l'association qui se consacre à la e-santé animale de Ergon. Et puis, si on se retrouve autour d'un café ou d'autres choses plus alcoolisées, on pourra parler de rugby, de comédie musicale, de théâtre ou de street art. En général, je serai là pour vous. Donc, je vois effectivement qu'on est maintenant plus d'une trentaine. Vous étiez plus de 160 inscrits. Ça aussi, ça a été une bonne surprise, je dirais. Voilà, on est le 22 août. C'est un peu les vacances encore pour certains ou certaines. C'est un sujet un peu curieux. Donc, on ne s'attendait pas à avoir autant d'enthousiasme. Donc, merci à ceux qui sont là. Et pour ceux qui nous rejoindront en replay, toutes les personnes inscrites recevront un lien prochainement pour leur indiquer où pouvoir voir l'intégralité du webinaire en replay. Je vous mettrai aussi régulièrement des petites choses dans le chat pour un peu vous permettre d'avoir des extensions entre guillemets de ce dont on peut vous parler. Là, par exemple, je vais vous mettre dans le chat des liens pour découvrir les ressources de Veto Network si vous voulez voir les replays des webinars précédents, puisque le webinaire précédent, c'était sur la prise de rendez-vous en ligne, par exemple. Alors, c'est moins accompagnement de fin de vie, encore que Marie vous montrera qu'il peut y avoir de la prise de rendez-vous en ligne dans l'accompagnement de fin de vie. On va en reparler. Et puis, je vous mettrai des liens au fur et à mesure des différentes présentations. On fera aussi des petits sondages à certains moments et je vais commencer tout de suite par un premier petit sondage.
on aimerait bien savoir qui vous êtes en fait. Est-ce que vous êtes veto, pas veto, ASV, pas ASV? Ça nous intéresserait d'en savoir plus. Donc juste pour avoir une petite idée. Alors, tac. Donc on voit, c'est en train, on a du vétérinaire essentiellement. Donc hop. Donc vétérinaire en premier à 37% et puis 14% d'ASV, puis surtout pratiquement la moitié de ni vétérinaire ni ASV, juste intéressés par le sujet. On voit voilà, qu'il y a des éducatrices, des présidentes d'associations, donc c'est super. Moi, je suis content d'avoir des gens de toute diversité. Ça, je pense que ça sera intéressant pour les questions qu'on aura, qui sont peut-être de nature un peu différente de ce qu'on peut avoir d'habitude avec la population uniquement vétérinaire. Ce dont on va parler, une présentation de Solam, ce que fait Solam, les outils numériques qu'on utilise nous deux en tant qu'associés, et puis même avec d'autres personnes, puisque vous verrez qu'on n'est pas que deux, on est même plutôt trois, avec une personne qui travaille avec nous qui se prénomme Linda. Ensuite, c'est Marie qui prendra la parole, surtout pour vous témoigner des outils qu'elle utilise, que ce soit pour accompagner les familles endeuillées ou pour former les équipes vétérinaires. Alors, vous verrez, hein, ceux qui sont là en se disant on va voir des choses révolutionnaires, tout de suite, on vous dit non, ne restez pas. On utilise des outils qui sont relativement simples, accessibles à toutes et tous. Hein, et puis, je dirais que le sujet du webinaire, c'est aussi comment Marie, qui n'était pas forcément, elle vous racontera ça, une fan de tous ces outils-là, petit à petit arrive à se convertir et il trouve une utilité pour la matière qu'elle a traitée, même si ça peut paraître encore une fois très éloigné. Donc, je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour présenter Solam. Et à toi de nous en dire plus, Marie, puis peut-être te présenter un peu, effectivement. Merci Greg. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer en effet tout de suite par me présenter. Il y en a certains que j'ai reconnus, donc qui me connaissent bien dans les participants, mais probablement d'autres qui me connaissent un peu moins. Moi, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation. J'ai été diplômée de Nantes en 2012. Après, je vais vous parler un peu de mon parcours quand même, parce qu'il est un peu particulier, mais il explique pourquoi aujourd'hui la fin de vie et les accompagnements qu'on peut faire autour de cette phase de vie sont importants pour moi. En fait, je suis aussi docteur en écoéthologie, c'est-à-dire qu'après ma thèse vétérinaire, j'ai fait une thèse universitaire en écologie, éthologie des primates. Je travaille aussi, et je continue d'ailleurs, parce que je suis un peu multicasquette, je continue à travailler avec une équipe d'Oxford Brookes et une équipe ougandaise, parce que je travaille sur des chimpanzés, sur des thématiques de recherche qui sont la relation entre les animaux sauvages et les humains. Et en fait, en clientèle, en pratique veto, en cabinet, ce qui m'a intéressée le plus, finalement, c'était cette relation entre la famille, son animal. Et là où les liens, pour moi, sont encore plus forts, ou en tout cas, la question du lien est primordiale, c'est au moment, justement, où il va avoir la séparation physique au moment du décès de l'animal. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser particulièrement. Alors, c'est vrai que j'ai eu le pied à l'étrier mis, comme Greg le racontait, parce que je travaillais chez Annie Kuhn Vétérinaire, à côté de là où je vis, en Bretagne Sud, à Pleumeur-l'Armor-Plage, où on a mis en place un groupe de travail au sein de ces cliniques-là pour réfléchir autour de l'accompagnement de la fin de vie, de comment on pouvait améliorer nos pratiques, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, etc. Et donc, on a déjà mis en place de belles choses. Et après, j'ai été maman, et puis pendant mes congés maternité et parentaux que j'ai pu prendre, ça m'a fait cheminer dans ma réflexion, et à la suite de ça, j'ai décidé de créer Solam. J'en ai parlé à Greg, qui était mon manager. Il m'a dit, mais c'est une super chouette idée, c'est génial. Alors pourtant, je partais, hein, donc il voulait pas, je suis pas sûre qu'il voulait me voir partir. mais en tout cas, du coup, on a réfléchi ensemble au projet, on l'a monté ensemble. C'est vrai que Greg est plutôt là m'aider dans toute la réflexion, la mise en place. Et d'ailleurs, on va parler de la mise en place numérique principalement, parce que je n'y connaissais rien, et surtout, je n'aimais pas particulièrement ça, et j'avais pas vraiment envie d'y aller. Mais bon, je savais avec qui je m'associais quand même. Hein. Donc, et voilà. Donc, moi, c'est vrai que je suis vraiment dans l'opérationnel, que je vais vous présenter là dans les slides qui suivent.
D'abord, je voulais revenir juste sur des chiffres qui, pour moi, sont parlants. Alors, il y en a certains que vous devez bien connaître, d'autres peut-être un peu moins, et qui expliquent le constat qu'on a fait et pourquoi on a créé Solam. Donc déjà, la place de l'animal dans la famille, il évolue depuis ces dernières années, particulièrement, mais même depuis quelques décennies. Et aujourd'hui, il y a quand même, selon une étude des Ipsos de l'année dernière, avec, alors il faudrait que je vous retrouve, mais plus de 2000 participants, il y a 97% des personnes qui ressentent un attachement profond envers leur animal. Et pour 68%, ils représentent même un membre à part entière de leur famille. Si on regarde d'un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe autour de la mort, du deuil de son animal, pour près de 90% des gens, la mort de leur animal est aussi difficile que de perdre un proche humain. Et seulement 20% de ces personnes-là se sont senties comprises dans leur deuil, dans leur chagrin. Et en fait, ça, c'est un point vraiment important, c'est que dans nos sociétés, on parle pas beaucoup de mort, pas beaucoup de deuil, mais alors quand il s'agit d'un animal, c'est encore plus compliqué. Et le deuil animalier est vraiment non reconnu par notre société. Et en fait, on le vit plutôt seul, ce deuil-là. Je vous prépare d'ailleurs un webinaire pour courant septembre, vraiment sur le deuil animalier que vous pourrez suivre fin septembre. Lors de l'euthanasie de l'animal familier, parce que un animal peut évidemment mourir de façon naturelle, mais on peut pratiquer l'euthanasie de son animal quand la souffrance est trop importante, que médicalement on ne peut plus gérer cette prise en charge. Et c'est des chiffres pour moi qui m'ont étonnée, issus d'une thèse vétérinaire, avec plus de 50% des propriétaires qui trouvaient des points à améliorer à la prise en charge. Et là c'est assez terrible ce chiffre-là, hein, et seulement 4% se sont sentis accompagnés dans leur deuil par l'équipe vétérinaire. Et presque le revers de la médaille, c'est sur la santé mentale des équipes vétérinaires. Quand je parle d'équipes vétérinaires, je parle des vétérinaires, mais aussi des assistantes vétérinaires. Faut savoir qu'un vétérinaire à temps complet, il prend en charge environ 60 fins de vie euthanasie par an. Et il est prouvé scientifiquement que la confrontation à la mort, à l'euthanasie, alors c'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs prédisposants pour le burn-out dans la profession vétérinaire, sachant que c'est une population à risque avec un risque 4 fois plus élevé de suicide dans la profession que la population normale, et même 2 fois plus élevé que la population, que les métiers dans le soin humain. Donc tout ça, en fait, ça a amené un constat qui était qu'il y avait une attente forte de la part des familles dans la prise en charge pour leur animal et pour elles-mêmes, qu'on a un rôle à jouer de la part des équipes vétérinaires, et qu'il y a aussi le revers de la médaille avec ce mal-être des vétérinaires qu'on peut prendre en charge. Et c'est vraiment ça sur ça qu'on travaille avec Solam, c'est de vraiment travailler dans cet écosystème-là, hein, avec trois piliers: les animaux, les familles et les équipes vétérinaires. C'est vraiment travailler dans cette interaction en proposant des accompagnements qui sont dignes et respectueux, qui honorent la vie et la mort. Souvent, enfin je le dis tout le temps d'ailleurs, la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Et il y a la vie entre, la naissance fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Donc c'est vraiment honorer la vie et la mort et le bien-être des animaux, des familles et des équipes vétérinaires. Je vais vous présenter quand même rapidement, je sais que ce n'est pas le sujet, parce que le sujet c'est le numérique, mais vraiment quand même la démarche Solam, et puis on pourra en parler aussi, je pense, Greg, pendant les questions, et puis évidemment, je le dis maintenant, je vous le dirai peut-être à nouveau, on pourra en discuter plus loin sur les réseaux sociaux, par mail, il n'y a pas de souci. Donc la démarche Solam, on l'a vraiment réfléchie en 3 parties, avec une partie avant, une partie pendant et une partie après. La partie avant, c'est vraiment de proposer des soins de l'animal âgé avec des consultations de qualité de vie, la mise en place de soins de confort. On est vraiment sur du soin palliatif, mais même plus que ça, du soin vraiment de la fin de la vie, avec en fait, le but, c'est vraiment que la qualité de vie de l'animal soit respectée jusqu'au bout, le mieux possible. Évidemment, ça implique un énorme soutien émotionnel pour les familles, parce que je fais beaucoup d'éducation, de sensibilisation à qu'est-ce que c'est la qualité de vie, qu'est-ce que c'est la fin de vie, c'est quoi la mort en fait, comment on meurt, si un animal meurt naturellement, il meurt comment en fait, c'est quoi les signes cliniques, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, l'euthanasie en fait, qu'est-ce que c'est l'euthanasie, comment on la pratique, comment elle peut se vivre, comment on peut se préparer à ce moment-là.
Et je le fais notamment par l'intermédiaire d'entretiens que j'ai appelé aide à la prise de décision. J'en ai un autre qui s'appelle écoute et conseil, qui est un peu plus global aussi. C'est des entretiens qui se font en visio, qui durent 45 minutes, ou ça peut se faire aussi à domicile, dans le coin où j'habite. Et il y a un envoi de compte rendu, un livret d'aide à la prise de décision, etc., qui ont été développés pour cela. Le pendant, c'est vraiment par contre là que du domicile, autour de chez moi, donc dans la région, de Lorient, Bretagne Sud. Je vais jusqu'à Quimper, Vannes, Pontivy. Je peux même déplacer plus loin parce que j'ai une dame, la semaine dernière qui m'a appelée pour, probablement Rennes quand ça sera le moment. Donc c'est l'euthanasie à domicile. Moi, j'ai été formée, principalement à l'étranger avec, des organismes, anglophones, américains parce qu'ils ont un petit peu plus d'avance quand même, que nous, dans ces pays-là sur la prise en charge des soins palliatifs et des soins de fin de vie. Après, il y a des soins post-mortem qui sont proposés avec la préparation du corps, la mise en housse. Je travaille avec différents types d'housses, la proposition de souvenirs, des phases de recueillement. C'est des consultations qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie à domicile. Et ensuite, il y a toute la phase après, qui est très peu développée en France, qui est vraiment l'aide au deuil, avec à nouveau des entretiens à domicile et principalement en fait en visio, la proposition d'hommage, de cérémonie et bientôt, alors j'ai un peu de retard sur la mise en place de pas mal de choses, mais je proposerai des cafés Solam où j'aimerais que des propriétaires, enfin des familles d'animaux décédés puissent se rencontrer parce que mine de rien, quand on échange vraiment avec ce qu'on a vécu, enfin moi je peux apporter déjà des choses, mais quand on échange vraiment avec des personnes qui vivent ce deuil-là à ce moment-là, ça a beaucoup de sens aussi. Et puis évidemment, il y a aussi un livret, pas mal de ressources que je crée autour du deuil animalier. Par rapport à ça, je t'interromps juste 2 secondes, Marie. Alors, c'est très bien ceux qui ont commencé à poser des questions. Je vois qu'il y en a qui arrivent, on reviendra dessus. Je vois Et aussi pour être d'un prévenu de tout ça, je vous mets aussi le lien vers la newsletter Solam qui va pas tarder à sortir à la rentrée. Donc, ça vous mmh. permettra d'être tenu au courant parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Et puis, je te laisse continuer sur la zone d'intervention. Donc comme je vous l'ai dit là juste avant, je travaille principalement en Bretagne Sud pour le domicile, mais après je propose des entretiens, alors là j'en ai oublié un d'ailleurs, mais 3 types d'entretiens dans la France entière et d'ailleurs on m'appelle, j'ai déjà des entretiens un peu de partout. Ça serait d'ailleurs assez, intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder, les endroits justement. Et bah, je te passe la main Greg, parce que ça Oui, c'est donc présenter oui, ce c'est tout si tu pour allais vite. nous. C'est quand on a commencé à parler avec Marie. Bon, au début, c'était juste de la réflexion sur son projet. En fait, je n'avais pas intégré le fait au début que moi, je me retrouverais dedans, mais par intérêt personnel pour le sujet depuis longtemps, en fait, hein, puisque pour mémoire, en 99, il y avait un assistant de médecine qui faisait une conf aux étudiants en se rendant compte à quel point la formation initiale était démunie, et c'était moi. Donc, il y avait déjà cet intérêt-là. Donc, ça s'est retrouvé dans le fait de faire travailler Annie Kuhn sur le sujet et que ça ait plu à Marie. Donc, voilà, les chemins sont un peu le hasard, mais pas totalement. Quand voilà, on a commencé à évoquer le fait qu'on pourrait avoir à travailler ensemble, il y a eu, je dirais, quelques éléments qui sont venus s'ajouter. Je vous ai mis ici, en fait, la distance qu'il y a entre nous deux. Alors, on aurait pu faire le webinar dans la même pièce avec une caméra, puisqu'on est à 10, 15 minutes. Là, comme je suis à Pleumeur, en plus, c'est plutôt 10 que 15. Mais en tout cas, nos domiciles 7 sont très proches. Comment tu dis? 7 exactement. Exactement, oui, tu connais bien le trajet Le ch vu que tu venais pour bosser. Donc, et voilà, il y a ce côté très proche et en même temps, en vrai, je pense que depuis le début, enfin voilà, depuis les premières réunions et tout, on a dû faire 2, 3 réunions présentielles au total. Alors, il y en a qui pourraient dire, mais c'est très déshumanisant, etc. Mais a priori, on s'en débrouille bien et tu en reparleras d'ailleurs dans le cas des visios d'entretien avec les personnes endeuillées. C'est assez intéressant de voir que moi, je suis persuadé, pour le vivre, en fait, que numérique n'est pas forcément, ne veut pas forcément dire déshumanisé. Peut-être même au contraire quand c'est bien utilisé.
On a ensuite un problème d'asynchronisme. On n'a pas les mêmes vies. Marie, elle fait ce travail-là avec Solam. Elle est donc chef d'entreprise, vétérinaire, enfin chef d'entreprise, vétérinaire et maman aussi. Plus d'autres activités qu'elle a, puisqu'elle a une vie assez riche, vous avez compris. Donc, on n'a pas forcément les mêmes moments où on peut communiquer. Alors, on se donne rendez-vous à certains moments. Mais il y avait aussi la velléité d'utiliser des outils asynchrones, c'est-à-dire où on peut travailler, mais pas forcément tous les deux au même moment. Il y avait la notion de réactivité également, c'est-à-dire même si on se croise pas tout le temps, être capable quand même de temps en temps, quand il y a besoin de se donner des infos vite et rapides ou de prendre des décisions, de pouvoir se consulter. Et puis, et ça c'est un conseil pour ceux qui lanceraient des entreprises, au début on est petit, hein, alors sauf si on lance très grand dès le début, mais imaginez quand même que peut-être un jour vous soyez moins petit. Là, ce que je veux dire, c'est que pour cela, bon, voilà, c'est une activité essentiellement locale, on va dire, mais c'est pas si mal de prévoir une organisation, en particulier grâce aux outils numériques qui permettent que ce soit facile de ne pas être que local si un jour ça devait être autre chose que ça. Donc il y a ces réflexions-là à avoir que j'ai assez rapidement communiqué à Marie en disant, à mon avis, il y a des outils qu'il va falloir utiliser, même si tu n'aimes pas trop ça. Alors, les outils qui sont présentés là sont basiques. Hein, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de révolution. Hein, c'est des outils collaboratifs. Alors, nous, on utilise plutôt Google Workspace. J'ai rien du tout contre Teams, par exemple, de Microsoft. Je pense que ça fait à peu près la même chose, qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais que ça se vaut. Pourquoi Google Workspace? Tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise chez Anycoon depuis le tout début, en tout cas. Et donc, on était familiers tous les deux de ça. Et moi, j'étais familier de ça encore bien avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des emails professionnels. Ça veut dire des drives aussi où on peut, je vous parlais d'asynchronisme, on peut assez facilement se mettre des documents, non pas simplement à disposition, mais en commentaire. On fait beaucoup ça. Alors, c'est une habitude à prendre. Hein. Au début, je recevais un email avec un document attaché. Alors, je renvoyais à Marie en disant non, tu me le mets dans un drive et puis je te le commenterai. Et ça sera plus fluide, en fait. Alors, parce que ça évite, et en particulier, plus il y a un grand nombre de personnes, plus c'est vrai, ça évite d'avoir des versions X, Y, Z où on s'y perd. Là, tout est rassemblé en un seul endroit. Les gens peuvent travailler quand ils le veulent, quand ils le peuvent. Donc c'est vraiment important. Tout ce qui est Docs, Google Docs et Google Slide, hein, qui est un peu l'équivalent de la suite Microsoft que beaucoup ont connu et qui permet de travailler quasi tout aussi bien maintenant à peu de choses près. Bien sûr, Google Meet parce qu'on fait une visio tous les 10-15 jours, quoi, à peu près, parfois plus quand il y a besoin. Alors, pour la proximité, j'ai mis volontairement des guillemets pour rigoler parce que on pourrait se voir en vrai, mais parfois c'est plus facile. Et puis, voilà, quand je disais, là, on a des vies différentes et que Marie était maman chez l'entreprise, et elle est aussi plutôt fixée, on va dire, localement. Moi, je suis un peu plus en vadrouille, mais bon, ça n'empêcherait pas qu'elle pourrait faire une visio depuis un bateau ou depuis une île, puisqu'elle aime bien naviguer, et moi depuis je ne sais quel pays à l'étranger. Et puis WhatsApp, c'est plus un outil de petits contacts quotidiens, avec une chose qui a été faite et qui, je pense, et là aussi, ça me permet de faire une prise de parole sur un point important du numérique. Attention au droit à la déconnexion. Et donc, ce qui a été décidé, c'est que Marie, il y avait son WhatsApp perso à elle, sur lequel on a commencé à échanger. Et au bout d'un moment, je pense que c'est toi d'ailleurs qui a eu plus le réflexe, et je pense que tu as eu un bon réflexe. Elle a créé en fait un WhatsApp Solam sur lequel je communique quand ça parle de boulot, ce qui permet de le couper quand elle a envie de le couper, si elle part en vacances ou en dehors des horaires d'ouverture pour pas être sollicitée outre mesure. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Si vous montez des choses et que vous utilisez du numérique, c'est d'être vigilant sur ce point-là. Alors, je vois des questions sur ça. On y reviendra justement. C'est une bonne question. WhatsApp perso ou WhatsApp business, ça peut être un vrai sujet à aborder à la fin. Au final, pour moi, c'est vraiment ces notions d'organisation et de principes d'organisation, ils sont très importants parce que ça va. Alors là, je parle du monde veto que je connais bien. On n'est pas très habitué à tout ça nativement. Ça va un peu mieux parce que les nouvelles générations qui sortent des écoles, elles ont ces outils un peu natifs. Mais pour les autres, c'est parfois un peu plus dur. Il peut y avoir des réticences. Hein, voilà, Marie vous le redira avec les outils qu'elle va présenter juste après. Bon, c'était pas forcément naturel au début. On peut se dire, mais je ferais plus facilement les choses.
Mais alors, je vois quelqu'un qui a peut-être un petit souci avec la newsletter, donc on regardera ça après. Donc, en tout cas, quand vous avez une organisation comme ça, c'est important de former tout le monde. On ne peut pas dire, bah voilà, cet outil-là, il est super, utilise-le. Il faut vraiment prendre le temps de montrer à chaque personne comment ça marche, comment ça se passe, en fait, et de pouvoir entendre les, les difficultés, voilà, le fait que ce soit pas naturel, et c'est d'autant plus vrai quand on est un utilisateur soi-même depuis longtemps des outils. Tout paraît naturel parce qu'on a franchi la courbe d'apprentissage et qu'on est de l'autre côté en train de faire du surf les doigts dans le nez. Mais quand les gens sont en train de monter la courbe d'apprentissage et qu'ils galèrent un peu, faut vraiment se mettre à leur hauteur. Et la dernière chose que je dirais sur ça, c'est aussi que c'est vraiment beaucoup plus dans la tête que dans la technologie. J'aime bien ces petits dessins qu'en général, je fais varier la bulle et voilà, en général, on est fixé sur ses habitudes de fonctionnement et on dit soit on dit, bah, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça marchait très bien, sans se donner l'opportunité d'essayer autre chose. Soit tout simplement, on est débordé. Donc, c'est pas mal de faire ça au début, justement, de mettre ça en place au début, parce que de toute façon, c'est posé et souvent, ça fait gagner du temps après. Les trois piliers après de tout ça, pour moi, c'est le côté intégration. Marie vous en parlera après, comment on peut faire que des services divers soient liés entre eux. Tu te donneras un exemple, je pense, avec Calendly et Stripe, où c'est très concret. Euh, que ce soit possiblement collaboratif. Alors, on pourrait se dire, bah, vous êtes deux, ça sert à quoi de faire du collaboratif? Ou pire, si on commence tout seul, ça sert à quoi de faire du collaboratif? Bah oui, mais à moins d'être vraiment enfermé dans sa bulle, il y a des moments où on va devoir communiquer vers l'extérieur ou voire même se développer. Et à ce moment-là, le fait que ce soit collaboratif fera gagner un temps précieux. Et puis la notion de scalabilité qui va un peu avec le collaboratif, c'est-à-dire la possibilité comment dire, qu'on puisse développer les choses à grande échelle sans que ça demande une énergie proportionnelle, on va dire. C'est-à-dire que ça, même si ça doit devenir gros, ça ne doit pas prendre beaucoup d'efforts et d'énergie. Et tout ça, le numérique permet tout ça. Donc voilà un petit peu pour les éléments, je vous ai dit, hein, pas de truc top secret dévoilé, mais pourquoi, en fait, quand on a commencé à dire on va bosser ensemble, j'ai dit OK, mais si on bosse ensemble, il y a des principes à respecter dans la façon de travailler, avec une grande liberté après sur le reste à l'intérieur. Mais voilà, c'est un peu déstabilisant au début, mais justement, on va passer plus concrètement aux outils et Marie va vous dire quels outils elle utilise justement concrètement et quel sentiment ça lui a procuré. Merci Greg. Alors c'est vrai que moi c'est pas que j'étais réticente, mais en fait j'étais pas beaucoup dans le numérique, enfin un petit peu parce que j'ai fait un petit peu de photos de chimpanzés et tout, mais c'était juste ça quoi. Mais tu vois, quand tu dis collaboratif, moi je trouve qu'à partir de deux, ça a toute son utilité. Enfin de ce que c'est vrai que tu peux échanger plus vite. On travaille sur des outils où on se fait plein de commentaires, etc. Bah, on corrige très vite, ça va vite. Enfin, bon, et donc en plus, là, on est trois, j'en reparlerai. Là où j'avais probablement le plus de réticence, c'était les réseaux sociaux. En fait, même Greg m'a fait rouvrir mon Facebook, ouais, et carrément découvrir Instagram que je ne connaissais pas du tout. Donc et LinkedIn non plus d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a fait rouvrir avec, c'est vrai, un peu de réticence de prime abord. Et, mais au final, vous verrez que j'en suis très contente. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai pu m'en emparer de la bonne façon et comme j'avais envie, c'est que Greg m'a formée au départ en fait à comment utiliser ces supports-là. Que moi, quand je suis arrivée, je lui ai dit, mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est je ne veux pas rentrer dans trop, en tout cas, dans les réseaux sociaux, comme Greg les appelle, chasse-poubelle. Enfin, j'aimerais vraiment, enfin, chasse d'eau, pardon, enfin, poubelle. J'aimerais quand même amener du contenu qui est de la qualité, etc. Et Greg m'a dit, mais ça, c'est possible. Enfin, c'est largement possible. Et c'est pour ça qu'il m'avait dit, commence aussi sur LinkedIn. Peut-être que tu vas te réconcilier un peu avec les réseaux sociaux aussi, parce que tu vas avoir des discussions qui ont du sens d'un point de vue professionnel dans un premier temps. Et c'est vrai que j'ai commencé par LinkedIn, pratiquement, j'ai fait que ça pendant 1 an. Et après, j'ai intégré aussi Facebook et Instagram, et que j'apprécie probablement tout autant, au final, avec quelques mois derrière moi.
Mais cette formation, elle m'a permis, de réfléchir vraiment à l'image que je voulais véhiculer, qui était la mienne, authentique et cetera. C'était important pour moi et vous verrez, en fait, ce qui est là, je peux donner une petite anecdote, mais qui est même plus une anecdote parce qu'on me le dit très souvent dans les entretiens en visio. Quand j'arrive, les personnes viennent beaucoup des réseaux sociaux quand même et enfin, de leur veto aussi, mais qui, eux, m'ont connue sur les réseaux sociaux, qui ont dit aux personnes de venir me voir sur les réseaux sociaux. Enfin, bon, il y a un petit micmac comme ça et ces personnes, souvent, elles me disent, mais en fait, Marie, j'ai vraiment l'impression de vous connaître hyper bien. Et puis, vous êtes la même là en visio que en fait, ce que je m'étais imaginé, etc. Et j'avais raconté ça à Greg parce que je disais, bah, c'est presque un peu bizarre finalement quand même ce truc. Mais on en reparlera derrière, ça amène une intimité qui se fait beaucoup plus vite aussi probablement pendant les entretiens. On va en reparler après. En tout cas, voilà. Donc, avec une ligne éditoriale. Greg, il m'a expliqué, comment ça fonctionnait, en fait, les algorithmes des réseaux sociaux, que la fréquence des posts, la qualité du contenu et cetera jouaient, d'être en interaction avec les personnes qui réagissaient aux posts que je pouvais envoyer. C'est peut-être des choses que vous connaissez, mais alors moi, j'y connaissais rien et en fait, j'ai été un peu, bête et méchante. Enfin, j'ai un petit peu appliqué quand même. Je me suis dit, allez, tant qu'il y a à y aller, j'y vais comme il m'a dit. J'essaye de faire ce qu'il me dit. Et en fait, avec des résultats, vous verrez qu'ils sont pas si mal et avec du plaisir pour moi derrière qui s'est créé. Et la création de visuels. Alors moi, j'utilise Canva, que vous connaissez probablement, pour en effet la création de visuels sur les réseaux sociaux, mais aussi pour tout le reste en fait, parce qu'on a créé des livrets, on est en train de créer des fiches pratiques, enfin voilà, on crée pas mal de choses pratiquement exclusivement sur Canva. Et là, j'ai l'aide très importante de Linda, qui bosse avec nous depuis presque 1 an maintenant, hein, ça fait, où en fait, elle est assistante de direction au départ, donc elle m'aide beaucoup sur l'administratif que je n'aime pas particulièrement non plus. Vous comprendrez que moi, j'aime en fait le terrain, la relation avec les gens, avec les animaux, le soin et que tout le reste, c'est un petit peu plus loin, mais je m'y suis mise. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir Linda et Greg de ce côté-là pour m'aider. Et elle m'aide aussi pour pas mal de design. Elle fait ça bien, en tout cas moi je suis contente. Et derrière, en fait, c'est vrai que c'est une vraie organisation à avoir, c'est-à-dire que je fais en fait une veille. Alors ce qui est génial, c'est que maintenant la veille, ce n'est plus que moi qui la fais, c'est aussi les gens qui me suivent, donc ce qu'on appelle les communautés, donc qui m'envoient régulièrement des messages privés en me disant est-ce que tu as vu cette information-là passer ou cette vidéo-là et donc j'ai clairement un fichier où là, je regardais ce matin pour vous dire, j'ai pratiquement de l'avance sur mes posts jusqu'à novembre, là, donc enfin même mi-novembre. Et ça va probablement, comme il y a des choses qui arrivent régulièrement aussi sur de l'actualité récente, bah, ça va s'allonger. J'ai plusieurs outils qui nous aident pour programmer les posts pour Perfect Post sur LinkedIn et puis Meta Business Suite pour Facebook et Instagram, ce qui permet de ne pas tout le temps être connecté sur les réseaux. La déconnexion, c'est important et en programmant, c'est vrai que ça aide à faire des sessions où je travaille exclusivement et Linda aussi sur les réseaux sociaux, puis après, ça étale un peu. Et j'utilise aussi ChatGPT pour m'aider notamment sur certains, beaucoup sur la veille en fait, sur les articles, sur les idées, etc. Donc ça peut être intéressant. Finalement, donc j'ai 3 réseaux sociaux principaux et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer quand même, hein, mais j'ai un profil Marie Cibot et une page Solam. Peut-être que Greg, tu veux expliquer la différence? Enfin, en tout cas, moi, je la vois visuellement, c'est que alors déjà, la page Marie Cibot, je l'avais commencé bien en amont, même avant de commencer Solam, en fait. J'étais en train de travailler sur ce que j'allais proposer pour Solam. J'avais déjà commencé la page Marie Cibot, ce qui avait permis d'avoir déjà des gens en fait, qui me connaissaient par cet intermédiaire-là. Et les pages, quand même, sont moins suivies, moins sollicitées. Les pages entreprises sur tous les réseaux. Ça, l'algorithme favorise plutôt les personnes, les publications des personnes. Pour autant, c'est bien d'avoir une présence institutionnelle. Et pour dire, en fait, ce qui est intéressant aussi dans Marais, bah déjà la qualité de ce qui est publié, et puis également la matière, en fait, hein, tout simplement. Donc, qui fait que ça réagit très rapidement. Tu as très fréquemment des posts avec des 50, 100 commentaires, des gens touchés, émus.
parce que ça rejoint le constat que tu faisais au début, c'est-à-dire c'est le deuil animalier qui est une forme d'impensé. Et tout d'un coup, toi et d'autres, hein, vous arrivez, vous dites, c'est un sujet et on peut Mmh. s'en emparer, on peut en discuter, on peut partager les émotions que ça a fait. Et du coup, sur des réseaux sociaux, y compris professionnels comme LinkedIn, je pense qu'il y a un de ceux qui est le plus qualitatif, ça donne des échanges qui sont de très bonne qualité, je trouve. Oui, oui, et des gens que finalement je n'ai pas en entretien ou en consultation qui, me rapportent, l'aide que de lire, des posts sur le deuil animalier, sur la prise en charge des animaux en fin de vie et cetera. J'ai 2 réseaux sociaux annexes, mais en fait, je les utilise pas vraiment et j'ai pas encore solté ce pas. J'avoue, j'ai un petit arrêt sur, j'y arrive pas très, très bien et puis c'est beaucoup plus de format vidéo qui prendrait encore plus de temps. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est je ils me servent plus de stockage, je dirais, des quelques formats vidéo que j'ai créés, qui sont donc YouTube et TikTok. En tout cas, moi, donc j'ai fait confiance à Greg, je me suis dit: «Allez, j'essaye» et en fait, je suis plutôt bluffée, au bout de 1 an, même pratiquement 2 ans de LinkedIn, je sais plus, oui, sans doute. En fait, il y a une mise en contact qui est énorme. Enfin, même les personnes que je reconnais qui sont là présentes en présentiel aujourd'hui, je les ai pratiquement rencontrées que par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On a eu déjà des échanges, avec des projets qui peuvent être similaires, plus éloignés, qui ont des liens. Enfin voilà, c'est très très fort pour ça. Il y a du bouche à oreille qui se fait en fait. Il y a du bouche à oreille localement dans ma zone ici, mais en fait il y a aussi du bouche à oreille sur les réseaux qui se fait. Et puis finalement, en étant régulier, moi voilà, j'essaye d'être très régulière dans ma présence sur les réseaux sociaux, à nouveau hein, avec l'aide de Linda, que bah voilà, sur le temps long, en fait, il y a des résultats qui s'installent et voilà, c'est là que je remettais avec des personnes qui me fournissent même des contenus, qui apportent des témoignages ultra fort, quoi, incroyable. J'ai pas pris le temps encore de tous les répertorier. Il faudrait que je fasse ça un jour, je sais pas quand, mais avec des choses qui sont magnifiques sur le sujet. Le point négatif, c'est quand même ça prend beaucoup de temps. Euh, oui, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut préparer les posts, il faut les créer, il faut les publier, il faut répondre aux commentaires, etc. Mais par rapport à ce que ça apporte, je trouve que ça a du sens. Ce qu'on a mis tout de suite en place même, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Alors uniquement pour les entretiens, c'est-à-dire que vous avez vu, hein, j'ai et des choses qui se font en visio et du domicile. Pour le domicile, j'ai fait le choix que ça ne soit pas prise en ligne parce que pour moi, je me déplace chez les gens, je vais rencontrer les gens vraiment, je vais être dans des situations, voilà, dans l'intimité des gens, dans une maison. Pour moi, c'était important que le contact téléphonique se fasse en amont, que j'entende bien la voix, que je sache qu'est-ce qui va se passer, qui y a à la maison, etc. Voilà. Donc c'était important que, en tout cas, on passe pas et puis préparer un accompagnement de la fin de vie, voire une euthanasie, ça demande quand même du contact, pour moi en tout cas, qui est encore nécessaire par téléphone. Mais pour les entretiens, j'ai mis en place le rendez-vous en ligne. Ce qui est assez étonnant, ça j'étais pas sûre, j'avais peur que ça se chevauche, enfin en tout cas que les gens comprennent pas très, très bien où est-ce qu'il faut qu'ils prennent rendez-vous et cetera et en fait, je n'ai que des appels téléphoniques pour, le domicile et le local, mais vraiment, hein et les entretiens et la prise en rendez-vous en ligne se fait, pour les entretiens, se fait vraiment exclusivement en ligne. J'ai parfois des gens qui me contactent par les réseaux sociaux ou par WhatsApp pour savoir vraiment comment il faut faire, mais c'est très rare en fait. Les gens sont plutôt, assez autonomes et c'est vrai que, la plateforme que j'utilise, c'est Calendly. Elle est assez intuitive aussi, c'est pas très difficile de prendre rendez-vous. Alors vous me direz tout de suite, hein, bah, les personnes âgées et cetera, c'est plus compliqué, ça c'est sûr, mais de toute façon, j'ai une présence qui est plutôt, numérique aussi et les personnes vraiment âgées qui, veulent des entretiens, alors j'en ai pas encore eu, par contre j'accompagne des animaux de personnes âgées, localement, à domicile, beaucoup. Mais à ce moment-là, c'est déjà par le téléphone.
Donc les gens ont le choix entre plusieurs calendriers qui sont reliés entre eux, c'est-à-dire que s'il y a une prise de rendez-vous dans le calendrier 1, en fait, ça met que je suis indisponible dans le calendrier 2. En fonction des dates, il y a des heures. Pour moi, c'est une gestion qui est vraiment facile parce que c'est vraiment pas chronophage pour moi, qui est veto solo, hein, qui est toute seule. On est 3, mais Linda, elle fait pas du tout c'est moi qui gère tous les prises de rendez-vous, les appels téléphoniques, etc. Donc, c'est vraiment facile. Il y a un choix multiple dans les conditions de prise de rendez-vous, c'est-à-dire que je peux mettre les plages horaires que je veux, je peux enlever des plages horaires en fonction de ce que je fais. C'est relié, c'est synchronisé avec mon agenda où j'ai les rendez-vous à domicile et en fait tout seul ça enlève que je suis pas dispo là cet après-midi parce que j'ai d'autres rendez-vous et donc qui ne sont pas liés à ces entretiens-là, mais ça se met directement dans cet agenda-là aussi. Donc ça c'est vraiment très pratique, j'ai pas du tout besoin de vérifier. On peut mettre en place un questionnaire en amont, donc comme ça, moi j'ai déjà des informations essentielles sur pourquoi la prise de rendez-vous, quel est l'animal, la personne, etc. Et on peut annuler, on peut échanger assez facilement. Et ça, je vous ai dit, hein, la distinction domicile-visio qui s'est fait assez facilement. Pour les tarifs et les règlements, alors, c'est là en effet qu'il y a une intégration. Alors pour moi, j'ai déjà mis tous les tarifs qui sont en ligne sur le site. Il y a une transparence qui est énorme, qui me facilite beaucoup les choses aussi parce qu'en fait, alors moi, c'est les choses très compliquées à gérer, dans le monde vétérinaire. On aimerait qu'en fait, il y ait une prise en charge de la sécurité sociale, comme c'est fait en humaine pour qu'on n'ait pas, ces questions, légitimes sur, les devis, les tarifs et cetera. Mais évidemment, qu'il faut qu'on le vive, dans notre métier. Mais ça facilite pas les choses et encore plus, je dirais, quand on parle de fin de vie, de décès et qu'on est dans des contextes émotionnels qui sont extrêmement forts pour les familles. Donc en fait, d'avoir déjà ces tarifs, qui sont en ligne, il y a beaucoup de gens, même pour le domicile, qui ont déjà en fait calculé à peu près combien ça devrait coûter et cetera et ça me permet aussi que ça soit plus fluide dans la discussion derrière et voilà. Et encore plus pour les entretiens, en fait, c'est que les gens, à partir du moment où ils prennent le rendez-vous, en fait, ils règlent à la prise de rendez-vous. Parce qu'il y a des possibilités d'intégration entre différents logiciels, enfin, ou plateformes, je ne sais pas comment on dit, Greg, hein, parce que j'ai pas les vocabulaires. Hein, moi, c'est le cas d'études, mais j'y connais pas grand-chose. Et donc, ils intègrent une plateforme de paiement qui s'appelle Stripe à Calendly. Et en fait, tout se fait assez facilement. Les clients sont autonomes dans le règlement. Et moi, en fait, j'ai zéro lien direct avec le règlement pour ces entretiens-là. Et je vous assure que pour moi, c'est très agréable au quotidien. Par contre, il y a un coût à chaque transaction pour moi, voilà, mais qui est enlevé chaque jour sur mon compte, mais qui est, je pourrais vous redire, qui est un petit pourcentage. Craig, tu l'as peut-être en tête, je ne me souviens plus. C'est 2,5 à peu près. Oui, peut-être, %. Les entretiens en physio, donc une fois que le rendez-vous a été pris, il y a un lien de visio qui est envoyé aux gens et c'est par l'intermédiaire de Google Meet, avec un envoi de mail de confirmation et après on se connecte chacun de notre côté, moi de mon côté et le propriétaire ou la famille, parce que des fois j'ai des familles entières derrière la visio. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension quand même, enfin beaucoup, oui, j'avais de l'appréhension. En tout cas, je m'étais dit, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'aime être avec les gens quand je discute de ces sujets-là, quand je les accompagne. Enfin voilà, une main sur l'épaule, une accolade, j'en fais tous les jours avec les gens que j'accompagne à domicile. Et qu'est-ce que ça va faire en visio, quoi? C'est une matière très sensible. Et, et en fait, pareil, surprise pour moi, ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que souvent, c'est comme ça quand j'arrive au domicile des gens pour une fin de vie, une euthanasie, hein, quand ils me voient frapper ou arriver, c'est très dur émotionnellement. Là, c'est pareil, ça fait la même chose quand on se connecte et qu'ils me voient arriver, que ces personnes-là savent qu'on va parler de choses qui sont sensibles, où l'émotionnel est au plafond. Il peut y avoir des larmes, etc. Mais en fait, le contact se fait très bien et donc il y a des larmes. Moi aussi, j'ai beaucoup d'émotions. Enfin, en tout cas, j'ai été très étonnée. Je ne sais pas pourquoi ça marche si bien, mais en tout cas, il y a des émotions qui passent très, très bien. Il y a
y a des gens qui m'ont dit à la fin de l'entretien qu'on avait l'impression qu'on était amis tellement qu'on s'était dit des choses intimes, etc. Donc, en fait, comme tu dis, Greg, tu l'as très bien dit tout à l'heure, je pourrais pas répéter tes mots sur le fait que le numérique n'enlève pas obligatoirement la proximité et l'intimité. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vu, alors que pareil, je n'y croyais pas, quoi. Et en effet, je peux voir une personne, mais un couple, une famille, les animaux qui sont présents, les gens montrent très très vite l'animal qui est à côté d'eux ou pas, et voilà. Alors, j'utilise une intelligence artificielle pendant ces entretiens-là. Dès le début de la visio, et en fait, ce petit agent, il se présente même lors de la visio dans le chat, mais je présente l'assistant aux personnes qui sont présentes si elles ne voulaient pas qu'il soit là, par exemple. Ça s'appelle Sambly. Et en fait, cet assistant m'enregistre sur Google Meet l'entretien, et après il me fait une retranscription complète de l'entretien et un résumé de la rencontre. Et moi, ça me permet vraiment, en tout cas en me faisant gagner un temps fou, parce que s'il fallait que je fasse des comptes rendus d'entretien qui font parfois 2 ou 3 pages avec vraiment de quoi on a discuté, quels ont été les tenants, les aboutissants, etc. Ça m'aide vraiment. Alors, ça ne fait pas le truc parfait d'un coup, hein. Je suis obligée quand même de le retravailler, de revoir ce qui avait du sens, de rajouter des choses par rapport au ressenti que j'avais, etc. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de créer un compte-rendu et de pouvoir l'envoyer à la suite par mail aux personnes que j'ai accompagnées. Et le dernier outil que je voulais vous présenter pour les familles, en tout cas, c'est le QR Code Monkey. C'est un générateur de QR codes. Alors pareil, moi, je n'utilisais pas vraiment les QR codes avant. Je ne les utilise pas beaucoup plus, mais je pense qu'il y a certaines personnes, pas toutes, hein, qui peuvent les utiliser. D'ailleurs, là, je vous en propose un, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Mais en tout cas, je trouvais l'outil pas mal quand même, parce que vous avez vu, là, j'ai pu mettre et le logo de Solam, et les couleurs de Solam, et si vous regardez bien, c'est des petits points en étoile. Enfin, voilà, c'est bête à dire, mais c'est ce que j'essaye d'apporter dans Solam, dans les valeurs que j'ai aussi, que je ne vais pas présenter d'ailleurs, mais de vraiment apporter de la beauté aussi, enfin de quelque chose de rassurant. Et je suis sûre que la beauté, c'est pareil, ça n'enlève pas la douleur à la fin de la vie et quand on dit au revoir à son animal, mais ça permet de mieux le vivre, et tout est lié en fait, probablement. Et là, si vous voulez scanner ce QR code, c'est qu'en fait, donc, je vous ai expliqué, je faisais des entretiens en visio pour de l'aide ou de l'accompagnement au deuil animalier. Et en fait, c'est des flyers qui sont vraiment dédiés à ça. Si dans votre pratique professionnelle, alors veto, ASV, ça c'est sûr, tous les jours, mais aussi là, cat-sitter, les éducateurs, etc., que j'ai vu qui étaient connectés, ou des crématoriums, j'ai vu qui étaient connectés. N'hésitez pas à en commander assez facilement, normalement, si vous scannez. J'ai mis le lien justement dans le chat, et je mets rapidement l'enquête, comme ça permet vous n'avez même pas à collecter, enfin à cliquer sur le lien et à remplir le formulaire. Marie vous enverra un mail, on peut faire un ça mail plus facilement. pour avoir les choses comme ça. Ça vous laisse 2-3 minutes, enfin pas 2-3 minutes, quelques secondes pour répondre. Je vous laisse voir ça rapidement, comme ça vous fait gagner du temps, et ça permet de voir ça. Je vois que ça continue à remplir un peu. Donc ça, nous, on le fait par exemple chez Anikun, hein, toute personne qui sort d'une consultation d'euthanasie, au moment de lui remettre différents papiers à la fin, on lui confie aussi ce document pour lui dire que voilà, si elle rencontre des difficultés, nous, Veto, c'est pas toujours facile, parce que on n'a pas forcément beaucoup de temps disponible, alors que ça demande pas mal d'écoute. Il y a plusieurs personnes qui t'ont fait plusieurs séances même, en fait, qui ont eu besoin. Donc voilà, je termine l'enquête, et pour les autres, vous pouvez cliquer sur le lien pour ça. Je te laisse continuer sur les outils rapidement pour former l'équipe. Oui. Ouais, carrément. Je propose aussi des formations en fait pour les équipes vétérinaires en présentiel
et en distanciel et une série de webinaires qui vont commencer. J'utilise tout simplement Google Forms pour faire des questionnaires pré- et post-formation en présentiel. Et j'utilise aussi la plateforme sur laquelle vous avez été invité par Greg aujourd'hui, qui est LaveWebinaire pour le distanciel. Alors, le distanciel en formation veto, il n'a pas encore commencé, mais ça devrait être incessamment sous peu d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, c'est sûr. Donc, ça a de nombreuses fonctionnalités que je suis encore en train de découvrir avec des questionnaires pré-post, les invitations, on peut faire ce que Greg a fait, là, des petits questionnaires, etc. Le chat, l'interaction avec les participants. On peut enregistrer aussi le webinaire ou la formation et pouvoir le mettre à disposition des participants en replay. Ça amène aussi quelques statistiques moi, les statistiques, c'est pas encore trop mon truc. Greg regarde de temps en temps, mais voilà, ça amène aussi des statistiques. Là, c'est mes perspectives. Donc, en effet, la newsletter, ça, c'est une perspective vraiment assurée qui arrive avec l'utilisation d'une plateforme pour newsletter qui s'appelle Brevo. En fait, en faisant ce webinaire, je me suis dit, ah, mais je ne me rendais pas compte que j'utilisais autant de petits outils, en fait. Et finalement, c'est vrai que ce que tu disais, Greg, il faut mettre le pied à l'étrier. Il y a quelques heures pour se mettre dans l'outil. Mais en fait, finalement, ça se fait, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le numérique comme moi, ça se fait quand même assez facilement. Et derrière, ça, même si on est tout petit avec Solam aujourd'hui, en tout cas on est petit, peut-être pas tout petit, Greg me dira, ça permet quand même de faire des choses bien vite, de qualité, et ça amène la différence aussi pour les gens qui sont accompagnés par Solam, je pense, enfin j'espère en tout cas. Et l'utilisation de WhatsApp, j'aimerais, donc j'ai vu aussi une question sur le WhatsApp business là. Avoir une utilisation plus importante peut-être de WhatsApp, parce que quand je l'utilise déjà un petit peu avec certaines personnes, j'ai des témoignages, des photos, des choses vraiment très intéressantes qui arrivent de la part des personnes avec qui j'étais en contact. Et pourquoi pas un petit chatbot un jour pour répondre aux questions récurrentes, parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu. Alors, je suis encore un peu dubitative sur ça quand même, parce que je n'arrive pas trop à faire des réponses récurrentes. Je trouve que de toute façon, toutes les questions sont intimes, sont personnelles, sont différentes en fonction des gens quand même. Si j'apporte des... Donc, bon, ça, c'est une perspective à réfléchir, on va dire. Voilà. Et le prochain webinaire, j'en profite, puis après j'ai fini, moi. On peut passer aux questions. C'est le 12 septembre et en fait, ça sera 6 mois après le lancement que j'avais fait en webinaire aussi mi-avril. Donc, pour vous dire où on en est un peu, le but, ça va être de vous montrer vraiment qu'est-ce qui m'a surpris particulièrement dans la relation avec les autres vétérinaires, mes confrères, mes consoeurs. Enfin, il y a pas mal de choses à dire. Les témoignages de personnes, de comment ça se passe. Et puis, je vous raconterai peut-être une ou deux histoires des accompagnements que je peux proposer et qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment-là. Voilà. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire dès maintenant si vous voulez au webinaire. Comme ça, vous aurez déjà votre créneau bloqué. Et si vous voulez lire des belles histoires aussi, moi, il y a quelque chose que je fais de temps en temps, parce que je suis pas opérationnel, vous l'avez compris, c'est que je vais regarder les étoiles Google. Je viens d'aller voir à l'instant, ça fait 21 avis, tous 5 étoiles, et avec des... Je suis pas quelqu'un d'hyper sensible à la base, mais il y a quelques histoires qui sont racontées dans ces étoiles qui sont très touchantes, quoi. Voilà, où on voit que cet effet-là est utile. Écoute, merci Marie pour les explications. On a eu plusieurs questions qui sont arrivées, donc je vais les prendre l'une après l'autre. Il y a Stéphanie en particulier qui a eu pas mal de questions. Ok, avec une première question, ça permettra peut-être de préciser de ce dont il s'agit. Elle nous demande, est-ce que le deuil blanc est aussi présent avec les animaux familiers qui ont une maladie grave? Oui, potentiellement, il peut être. Alors peut-être pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que le deuil blanc déjà? Le deuil blanc, c'est en humaine. C'est typiquement, votre papa, votre maman ou n'importe qui dont vous êtes proche qui a la maladie d'Alzheimer et qui ne vous reconnaît plus. Et en fait, vous faites le deuil de la personne d'avant alors que cette personne-là existe toujours. Et clairement, il peut exister, mais de la même manière, sur le même type de pathologie, en fait, qui sont la dégénérescence cognitive canine ou féline qui existe. Les études, d'ailleurs, sont très intéressantes parce qu'elles mettent en relation cette dégénérescence cognitive chez l'animal qui a de grosses ressemblances d'un point de vue physiologique à la maladie d'Alzheimer.
Et en effet, on peut avoir des animaux en fin de vie qui sont plus les mêmes que quand ils étaient avant, qui ont des comportements qui changent, peut-être un peu plus d'agressivité, il y a des comportements d'incontinence, etc. En tout cas, Stéphanie, mais je pense que tu en as conscience parce que je sais comment tu travailles, voilà, mais qui vont perturber en tout cas la relation entre l'animal et sa famille parce qu'on ne le comprend plus, parce qu'on en a marre de nettoyer, etc. Et donc il y a ce deuil qu'on pourrait appeler blanc aussi chez l'animal. Ce qui existe encore plus chez les animaux, c'est ce que j'appelle, ce qui s'appelle, d'ailleurs c'est pas moi qui l'appelle, le deuil anticipatoire ou le deuil anticipé, où en fait à partir du moment où le vétérinaire, ou en tout cas on sait que que l'animal a une maladie qui est incurable, où on part sur des soins plutôt palliatifs, on n'a pas de solution médicale à apporter plus que des soins de confort, de la gestion de douleur, etc. Où en fait les gens, les familles, là c'est sûr quoi, il y a une épée de Damoclès, on sait que au-dessus de la tête de son chien, de son chat, de son lapin, son cheval, on sait que ça va pas aller en s'améliorant, et en fait souvent ces personnes-là sont dans ce qu'on appelle un deuil anticipatoire, où il va y avoir des phases de deuil qui sont très ressemblantes, voire identiques à celles du vrai deuil qui arrivera ensuite, où en fait on va avoir des phases où on va avoir du mal dans la prise de décision, on va faire des allers-retours, on va avoir des phases de grande tristesse, enfin voilà. Et je le dis parce qu'en tant que véto, en fait, on n'a pas obligatoirement conscience de ce deuil anticipatoire que les gens vivent à partir du moment où on a annoncé une fin de vie probable à court terme, à moyen terme, enfin, voilà, sur une maladie incurable, un cancer. Enfin, voilà. Et ça peut compliquer la prise de décision pour les personnes. Enfin, c'est d'autant plus, il faut bien les accompagner à ce moment-là, ces familles. Et malheureusement, ça ne semble pas avoir de lien avec le deuil après. Ça veut dire que si tu vis un gros deuil anticipatoire, ça ne veut pas dire que ton deuil ira plus vite derrière. Enfin, voilà. D'accord, super. Merci pour tout ça. Je passe du coup à la question suivante de la part de Christelle, avec une question: pouvons-nous avoir le support en fin de visio? Alors déjà, il y a une première chose, c'est sera disponible en tout cas sur la chaîne YouTube Veto Network, et il y aura aussi, je le mets en lien, il y aura aussi de toute façon sur la chaîne YouTube de Solam, ça sera inscrit le support en fait de la présentation. Alors la présentation sera présente, et sur le support, ce que je propose, c'est de mettre sur le contact de Solam sur demande. On peut dire ça, Marie? Souci. Enfin, moi, j'ai pas de souci à diffuser mes contenus, donc j'ai mis le lien, simplement écrire un petit mot. Alors, je continue parce qu'il y a encore pas mal d'autres questions. Une question sur: à partir de quel âge peut-on parler de la mort de son animal familier à son enfant? C'est une question qui revient souvent, et à mon avis, il y aura même un webinaire entier à faire sur ce sujet, que ce soit pour les vétos, les ASV, ou même bien sûr les familles, est toujours une question importante. Et j'ai souvent une réponse qui, je ne sais pas si elle plaît ou elle plaît pas, mais en fait, je pense que c'est vraiment tout ce qui touche à la fin de vie, au deuil, à la mort, c'est des questions qui sont intimes, qui sont personnelles, et qui dépendent des familles, quoi, et des choix que les familles peuvent faire. Moi, en tout cas, personnellement, et ce qui est décrit, c'est que ça peut être à n'importe quel... En tout cas, je pense qu'il faut parler de la mort de l'animal, parce que même si ton enfant, il a 6 mois, il a 1 an, ou enfin 6 mois, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas obligatoirement une grande interaction avec l'animal de compagnie, et encore que. En tout cas, encore que, il verra que sa famille, son papa, sa maman, son frère, sa sœur, s'il a une fratrie, ça va pas en ce moment, etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut tout le temps en parler. La question qui vient derrière, c'est à quel âge mon enfant peut être présent lors de l'euthanasie ou du décès de mon animal, ce qui est une autre question. Et ça, c'est peut-être à celle-là que je vais commencer à répondre. En tout cas, en parler, je pense qu'il faut tout le temps en parler. C'est vrai que c'est l'objet d'un webinaire complet, et de ce que je peux parler en formation aussi, parce qu'en fait, en effet, il y a une sémantique, un discours qui doit être adapté néanmoins à l'âge de l'enfant, avec des compréhensions de ce qu'est la mort qui dépendent de l'âge de l'enfant. Ça a été très bien décrit. Donc ça, voilà. Et il y a des erreurs, des faux pas à ne pas faire. Il ne faut pas faire d'euphémisme, il faut utiliser des mots simples en fonction de l'âge de l'enfant, etc. Et la présence à l'euthanasie, moi
je n'interdis jamais la présence d'un enfant, c'est-à-dire que moi j'ai fait des euthanasies où il y a des enfants qui ont 2 ans et demi, qui parlent à peine, mais qui sont là, qui sont à côté de leur maman, de leur papa, à côté de l'animal, enfin voilà. Et puis il y a d'autres personnes, quand je leur dis bah ça c'est possible, ils me disent oh là là, mais pas du tout, je veux pas du tout que mon enfant soit là. Par contre, il va faire des dessins, on a cueilli ce bouquet-là pour mettre avec l'animal à son décès, etc. Et donc qui impliquent leurs enfants différemment. Et je pense que si l'enfant est impliqué, que ça soit jusqu'à l'euthanasie ou en amont, en créant des dessins, en parlant, en utilisant des supports, des livres, des podcasts, etc., bah, c'est bien, quoi. Et après, le choix d'être là ou pas pour l'euthanasie, ça dépend des familles. Ok, super, merci. Et on voit qu'il y a de la matière. Oui, 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 il y a Donc, plein de choses à dire donc là-dessus. on en reparlera. Il y a une autre question de Christelle, et là, je pense aussi qu'il y aura peut-être une nécessité d'explication du terme. Peut-on parler de Tanadoula dans votre accompagnement? Alors, peut-être déjà, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'une Tanadoula, parce que je pense qu'il y a une majorité des personnes présentes Alors, qui il y a ne peut-être des connaissent pas personnes ce qui terme. connaissent déjà le mot de doula, qui est beaucoup employé dans le cercle familial, en tout cas quand il y a une femme enceinte, parce que ce terme-là, il est créé pour des personnes qui font de l'accompagnement tout autour périmaternité, en fait, tout autour de la maternité, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, avec des personnes, même des personnes qui se déplacent le jour de l'accouchement à l'hôpital pour accompagner ton accouchement, être un support en plus des sages-femmes, etc. Donc, c'est des personnes qui accompagnent cette phase de vie. Et en fait, comme je vous disais que la mort, c'est le contraire de la naissance, c'est pas le contraire de la vie. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les tanadoulas. Donc, c'est des personnes qui accompagnent et la personne qui va décéder ou sa famille ou les deux autour de cette période de vie, autour de ce passage. Et oui, je me considère, je me fais pas appeler comme ça, mais en effet, je pense que je suis une tanadoula animalière d'une certaine manière. Mais animalière ne va pas non plus parce qu'en fait, d'une famille autour de l'animal, parce que je suis tanadoula pour l'animal, mais aussi pour sa famille bien humaine. Et quoique, pas que humaine, parce que c'est marrant, j'ai le post d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il est lié à ce que j'ai vécu en début de semaine, où en fait, dans la famille, il y avait le monsieur, la dame et l'autre petit, enfin la chienne que je venais euthanasier et l'autre petite chienne, Fifine, qui avait exactement la même âge qu'elle, qui avait vécu toute sa vie avec la chienne qui allait décéder ce jour-là et qui est restée contre elle pendant tout le long de l'euthanasie. Donc en effet, c'est des familles mixtes. D'accord, merci pour Mais ça, le terme Marie. est très intéressant. Oui. Il se développe de plus en plus en humaine, mais pas encore complètement, hein, Christelle. En tout cas, il faut encore beaucoup l'expliquer. Alors, de là à l'expliquer pour moi, bah, c'est encore une autre étape. Pourquoi pas? Bah, ça fait au moins une Et personne puis, qui c'est évoque joli. le fait que tu puisses être une Tanadoula. Une autre question, Stéphanie, cette fois-ci peut-être un peu plus technique. Ouais, WhatsApp je pense perso ou que c'est toi WhatsApp qui vas business? répondre. Moi, je peux en prendre un petit bout. Donc, on a tous, ou une large majorité d'entre nous, avons WhatsApp dans la poche avec notre téléphone, hein, qui est devenu un peu la messagerie standard. On fait des groupes de discussion, on fait voilà, on échange avec nos proches, famille, amis, boulot aussi, hein. Il y a des WhatsApp de boulot. Et donc ça, c'est un WhatsApp perso par contre. Donc c'est-à-dire qu'il est rattaché à notre numéro de téléphone de portable personnel. Il y a la possibilité de créer un WhatsApp business. Vous pourrez aller voir. Je vais essayer là, à la limite, tout en parlant de vous mettre un lien au moins pour vous orienter dans le chat sur WhatsApp Business, qui en fait est basé sur les mêmes fonctionnalités, hein, on va dire, en termes d'usage, mais qui ne va pas faire la même chose en fait, qui va permettre de traiter ça. En tout cas, de traiter les clients. Là, je suis en train de vous mettre un lien dans le chat en même temps, qui va permettre de traiter les clients différemment, avec en particulier le fait de pouvoir avoir des systèmes de réponse automatisés, avoir la possibilité aussi de communiquer sur ses horaires, sur ses services. Donc, c'est vraiment plus à destination des entreprises. Ça peut être attaché à un numéro de portable qui peut être bien sûr un autre portable, hein, mais aussi un numéro de fixe. C'est possible aussi, hein. Donc, ça n'est pas encore totalement exploré du côté de Marie et de Solam, mais c'est en projet parce que ça pourrait permettre aussi d'apporter des réponses en dehors des horaires d'ouverture et puis des réponses un peu automatisées parce qu'il y a
il y a certaines questions qui restent pas trop émotionnelles. Voilà, quel est le prix de votre consultation, à quelle heure vous intervenez, combien de temps dure. Enfin, c'est des choses où il n'y a pas forcément besoin d'être accompagnant émotionnellement sur ce genre de choses. Donc voilà, WhatsApp Business et WhatsApp perso, voilà un peu la différence. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ça, Marie. Non, Non, je pense non, que pas c'est particulièrement. Je n'ai pas encore trop on va investigué. explorer ça tranquillement. Il y a Stéphanie qui était plus une question suggestion et qui nous donnait une ressource qui s'appelle Colibri que j'ai été voir pendant que ça parlait, qui permet d'éditer des livres à l'unité en fait. Donc on ira jeter un œil parce que ça me paraît intéressant effectivement pour Marie et donc elle posait la question est-ce qu'il y avait des vocations ou velléités de mettre en vente les livrets dont certains que tu utilises plutôt dans le cadre de l'exercice. Je ne sais pas si tu as des éléments sur ça. Oui, après j'ai différents livrets. Je trouve que certains livrets sont vraiment très très axés Solam et de la façon dont je travaille. Donc potentiellement ils sont peut-être pas trop spécifiques pour pouvoir être utilisés en dehors enfin pas que, mais j'ai un peu de mal à voir par rapport à ça, mais j'ai d'autres livrets, notamment le livret d'activité pour les enfants que j'ai créé, qui est vraiment, lui, pas particulièrement spécifique sur la façon dont je travaille, etc., qui pourrait en effet passer par ce type. On a commencé déjà à y réfléchir avec Greg sur comment le mettre à disposition, par exemple. Donc, merci pour cette ressource, en effet, que je ne connaissais Oui, pas non plus, j'ai été voir et Stéphanie. ça m'a l'air assez intéressant. Mm. Donc pourquoi pas pour des publications limitées. Et toujours Stéphanie, donc qui avait pas mal de questions. Faites-vous des entretiens de groupe entre personnes pour échanger sur leur Ouais. expérience du deuil et de leur animal? Alors, tu en as C'est ça peut-être que un j'ai petit peu appelé parlé. Café Solam, mais que je n'ai pas encore mis en place, mais j'aimerais beaucoup faire ça, en effet. Et au début, j'avais réfléchi, est-ce que je fais ça localement, mais probablement plus en visio aussi, parce que permettra d'avoir peut-être un petit peu plus de monde pour avoir des groupes, je pense, pour vraiment que l'interaction passe, qu'il y ait de l'échange de témoignages, etc., entre les personnes et du soutien qui peut se faire pendant le groupe, et puis en fait, après aussi, parce que des personnes qui se rencontrent, qui peuvent se soutenir derrière. Voilà, je pense que je testerai les deux formats, mais c'est prévu, oui, qu'il y a des groupes d'échanges entre personnes, et notamment avec les personnes que j'accompagne, en fait. On a également une question. Donc là, on a beaucoup parlé de chiens, de chats. D'ailleurs, je partage là un étonnement interne qu'on avait eu sur les accompagnements de fin de vie que tu as pu faire à domicile. En fait, j'étais surpris qu'il y ait autant de chiens et si peu de chats en Ah proportion. oui, c'est vrai. Alors que moi, je me serais attendu à l'inverse, en se disant que voilà, les chats sont pas fans d'aller chez le veto, en tout cas peut-être encore moins que les chiens. Et je me serais attendu à ça, et pour l'instant, la proportion est pas ça. Alors voilà, on va voir ce que nous dit Ania. Donc pour rebondir là-dessus, donc Christelle qui dit, là on parle beaucoup dans les études, les statistiques de chiens, de chats, et quid des NAC? Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature sur l'accompagnement de la fin de vie des NAC au sens holistique, comme toi tu le proposes, le avant, la qualité de vie, tout ça. Qu'est-ce que tu as Ouais, quelques alors éléments? il y a peu de choses, mais il y a, enfin, pareil, à l'étranger, notamment dans la pratique de l'euthanasie, pour que ça se fasse sans douleur, en douceur, etc. Il y a des protocoles qui sont proposés là médicaux, qui ont du sens. Après, moi, je suis contactée pour des NAC aussi, donc donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Ouais. mais oui, les études statistiques, oui, beaucoup moins. C'est sûr que les études sur grande ampleur, notamment il y a des très belles études qui sont faites par la Dog Aging, le Dog Aging Project, j'allais dire Académie, mais c'est Project, qui s'intéresse particulièrement quand même aux chiens et aux chats. Je dirais quid des NAC, quid des chevaux aussi, et même des autres animaux de compagnie. Enfin, il y a des gens qui ont des chèvres en animaux de compagnie, etc. Donc, mais les chevaux aussi, c'est c'est des grandes questions, et moi qui m'intéresse particulièrement. Mais contrairement aux nouveaux animaux de compagnie aussi, les chevaux, c'est encore une question plus compliquée, quoi. Notamment quand les chevaux sont pas couchés. Enfin voilà, et quand tu arrives pour les fins de vie avec des animaux qui vivent très très longtemps, des fois le double de ce que vivent notre chien ou notre chat. Donc
avec des relations extrêmement fusionnelles qui existent entre les propriétaires de chevaux et leurs animaux. Donc, Ouais, par rapport à ça, je pense que pour toute la partie médicale, entre guillemets, palliative, bon, ça avance, mais probablement moins vite que chien ou chat. Et par contre, sur le côté lien, deuil ou choses comme ça, à mon avis, la force du lien n'a pas forcément de grand rapport avec le type d'animal. Donc, c'est-à-dire ah oui, oui, c'est sûr. quand j'étais praticien, voilà, il y a des gens qui sont hyper endeuillés quand leur lapin décède, quand même tu dis chèvre ou Ah oui, perroquet, oui. ou enfin voilà, ou cheval, bien sûr, la diversité enfin, il y a pas de cotation du Et lien. puis tu Voilà. peux inclure l'espèce animale, mais en fait, même avec l'espèce humaine, parce que, Oui, en fait, oui, la douleur que tu peux ressentir au décès d'un individu, elle n'est pas liée à la nature de l'individu, comme tu disais, non. chèvre, lapin, cheval, chien, humain, mais à la force du lien que tu vivais Qui, à mon au fil. avis, est un des facteurs d'éventuelle culpabilité du deuil animalier, où je suis sûr qu'il y en a une partie non Oui. négligeable d'entre nous qui s'est dit, en ressentant énormément de peine pour le départ de son chien, de son chat, peut-être une forme de culpabilité en se disant, mais j'ai même pas été aussi peiné quand telle personne que pourtant je connaissais bien est décédée. Je pense que ça participe À la culpabilité et à la et problématique. à l'isolement Oui, beaucoup peut-être à aussi, l'isolement. Oui. parce que tu oses pas le dire, du coup, ça. Bah, Mmh. moi, disciple, Mmh. peut-être plus maintenant, au fur et à mesure que les choses avec cela se développent. Je Alors reprends moi, une on me le dit question. beaucoup. Oui, oui, bah toi en entretien, je suppose que Bien oui. sûr, bah oui. Bah tiens, tu vois, ça peut faire un bon webinar. Les choses qu'on me dit en entretien que vous n'avez jamais entendues ou qu'on n'entend Ou pas qu'on trop, n'ose pas dire. ou qu'on n'ose Mmh. pas dire. Je reprends une question et je pense que ça sera facile pour toi de répondre parce que l'actualité t'a amené à commenter des choses. Il y a une question qui demande, en s'appuyant sur Alain Delon et les fameux débats que vous avez peut-être entendus sur le fait qu'il va être enterré ou avec ses chiens. Donc, une demande, est-ce qu'il y a des demandes de personnes qui aimeraient que leur animal les rejoigne après leur mort dans les Mmh. entretiens que tu as ou les accompagnements? Est-ce que tu as des choses Ouais. là-dessus? Et ben, bah, étonnamment, j'en ai pas trop eu. J'en ai pas trop eu. Par contre, la question qui se pose, mais qui est quand même un petit peu liée, c'est, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question du devenir du corps de leur animal et notamment l'urne, qu'en faire? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on l'enterre? Et où est-ce qu'on la met? Et en fait, il y a le stress de l'enterrer chez soi, mais de plus être chez soi, et vraiment avec cette idée, en fait, que l'urne, les cendres de son animal vont nous suivre partout où on ira sur notre vie, quoi. Et on va déménager, j'amène l'urne avec moi, etc. Mais j'ai jamais eu de personne qu'on en a discuté jusqu'à leur mort, voilà. Mais particulièrement avec les gens que j'ai accompagnés sur les 6 derniers mois. Mais sinon, c'est vrai que non, il y a des demandes, il y a des demandes comme ça. D'accord. Parce Une qu'en autre effet, Alain question. Delon voulait Voilà. vraiment être enterré près des tombes de ses chiens qui ont été Ce enterrés qui, a sur son domaine. priori, va être le Oui, cas de ce accepté. Ouais, qu'on ouais. entend. Mmh. C'est un peu le feuilleton funéraire récent. J'ai une question très intéressante, peut-être, si tu peux nous donner des pistes, et on voit là encore que la question des enfants. As-tu déjà eu en consultation des parents qui souhaitaient cacher l'euthanasie de l'animal de compagnie à leurs enfants? Et si oui, quel a été ton discours? Ouais. Merci Émilie pour cette question. Oui, il y a toujours il y a même des parents qui ont des enfants de 18 ans ou 20 ans, hein, pas de 2 ou 3 ans, qui veulent cacher l'euthanasie ou pas le dire tout de suite et que je le dirai plus tard quand elle reviendra de je sais pas d'où. Elle passe son bac bientôt, je veux pas lui en parler. Enfin, il y a plein de trucs un peu comme ça. Et en fait, moi, c'est pareil. Et en fait, j'ai toujours un peu le même discours que celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des décisions qui sont intimes, qui sont personnelles. Après, plus on en parle, c'est comme plus on parle des émotions, plus on parle de... Et en fait, moi, je demande à ces personnes, notamment, je pense à une dame à côté, là, qui finalement, à l'euthanasie, son fils était là. Vous voyez, donc comme quoi, en discutant, tout a changé. Il ne devait pas être au courant et finalement, il était même présent. Et en fait, j'ai demandé à cette dame-là, OK, on peut faire ça comme ça parce que pour l'instant, pour vous, c'est dur, vous n'avez pas envie de en parler, vous n'avez pas envie d'être devant la souffrance de votre fils maintenant, mais qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer quand
quand Dolly sera décédée et que votre fils y reviendra et qu'il n'aura pas été mis au courant, peut-être qu'il avait des envies peut-être différentes des vôtres, d'être là, d'être pas là, de le savoir, de pas le savoir, mais si on lui en parle pas, on peut pas le savoir. Et en fait, cette personne-là m'a dit oui, oui, en fait, non, vous avez raison, je vais l'appeler. Et finalement, il a voulu être présent, et ça a été bien en fait qu'il y ait cette famille-là autour de cette petite Dolly. Donc, tu vois, c'est un peu toujours cette posture de dire qu'en fait, chacun a ses histoires de vie, ses valeurs, ses croyances, et en fait, on ne peut pas agir par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser la place dans tous les choix qui sont pris et toutes les décisions qui sont prises, qui ne sont pas faciles à la fin de la vie. Mais tu peux juste, tu vois, les mettre un peu en situation, quoi. Ok, ça se passe comme ça si on le dit pas. Si on le dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ces personnes-là font leur choix et c'est leur choix de famille, de vie. Et je pense que le discours de dire ah là, vous faites une grave erreur, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens non plus du tout, quoi. Amener les choses plus en douceur et plus en amenant les gens à Oui, s'interroger. et peut-être pour cette famille, en fait, parce que je ne connais pas le fils, je ne connais pas toute l'histoire de cette famille non plus, peut-être qu'en fait, ça a beaucoup plus de sens de ne pas le prévenir, en fait. Peut-être. Tu peux jamais le savoir, ça, toi. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Eh bien, on a vu que ça générait beaucoup de questions, mais elles ont toutes été traitées. Donc, vous avez encore quelques petits instants si vous en avez une dernière à ajouter. Je vous remets en lien les liens Solam. Hein. Donc, vous pouvez y retrouver déjà toutes les ressources de Solam. Les flyers, si vous pensez être dans une posture, voilà, comme tu disais, bien entendu, un établissement vétérinaire, mais pas seulement. Hein, voilà, pension canine, féline ou autre, toiletteur, ce genre de choses. L'inscription pour le prochain webinar, hein, donc dans 3 semaines à peu près. Merci d'avoir été présente. Effectivement, vous êtes un certain nombre à être restés jusqu'au bout. Et puis, pour ceux qui nous ont suivis en replay également, on espère que ça vous aura plu. Marie, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Non, pas particulièrement. Merci pour. Enfin, moi, c'est un plaisir de travailler pour Solam et de créer tout ça au jour le jour. J'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance des personnes et ça fait partie aussi des personnes que je peux rencontrer en visio comme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour tout ça parce que ça, je pense que ça apporte des choses pour les autres, mais ça apporte beaucoup de choses pour moi aussi, en fait. Voilà. Je peux témoigner que je te sens épanoui, même si c'est pas facile parce que chef d'entreprise après tant d'années dans un statut différent et puis lancer, enfin pas toute seule parce que t'es pas toute seule, mais voilà, tu portes le projet majoritairement, ça fait du boulot. Je vois qu'en plus il y avait pas mal de gens du monde funéraire animalier qui étaient là, donc on aura l'occasion de se recroiser pour vous donner des nouvelles de Solam. Et d'ailleurs, peut-être l'occasion de dire qu'il y aura un stand Solam à la VAC. Ah oui. Ça sera aussi une petite première. Il y a Ça encore ira, du qu'il y a boulot un pour beau petit préparer tout stand. ça. Oui, oui, bah Donc, oui, au plaisir s'il y a des gens qui viennent à la VAC, de se voilà. rencontrer, d'en discuter. La VAC pour les non-vétérinaires qui étaient présents, puisque vous étiez assez nombreux, c'est le congrès national vétérinaire où il y a beaucoup de monde qui se rencontre. Donc voilà. Donc on va vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien de votre été restant. Et puis, donc, vous retrouverez Marie pour le webinar le 12, hein, c'est ça? Le jeudi 12 à 12h30 pour vous donner des nouvelles de Solam. Et puis, les webinars Veto Network, pareil. Abonnez-vous aussi à la newsletter, allez regarder les différentes choses. Je vous mets le lien de la newsletter en dernier pour suivre les choses plutôt numériques la plupart du temps, mais de temps en temps, ça rencontre d'autres univers comme aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.